Le transport a différents objectifs. Ces objectifs principaux, ça va être toujours d'atteindre le service client que l'on souhaite, ça c'est vrai partout dans la supply chain, mais pour le transport également, atteindre le taux de service client souhaité et d'un autre côté, minimiser les coûts de transport. On va chercher à avoir le meilleur taux de service pour le coût le plus minime possible. C'est là que l'on va se confronter à des objectifs qui sont contradictoires entre les modes que l'on va choisir. Et le coût de possession, pour atteindre ce taux de service, on aura des choix entre des modes de transport lents et pas chers, peu coûteux, mais qui vont générer un coût de possession élevé. Ou alors un mode de transport rapide, mais qui va coûter beaucoup plus cher, avec un coût de possession qui va être nettement réduit. L'objectif, ça va être de minimiser tout ça au niveau des coûts de transport et au niveau du coût de possession. Et le coût de possession est dépendant du temps de transit, du temps que va passer la pièce dans le transport. On peut diviser le transport en 3 segments. C'est vrai à peu près partout. Vous avez toujours ce qu'on appelle un transport d'approche qui va être le premier segment entre vous, votre usine, et votre centre de distribution, votre centre de consolidation, etc. C'est ce qu'on appelle le transport d'approche, qui est généralement un transport de courte distance, avec des volumes qui sont forcément assez réduits. On est sur un petit transport local la plupart du temps, mais obligatoire. C'est ce qu'on appelle le transport d'approche. En anglais, le pick-up and delivery. Pick-up, c'est la partie amont et à l'opposé de delivery qui sera la livraison finale. Donc c'est le premier segment, c'est le transport d'approche de la sortie de votre usine vers un centre de répartition où le stock va partir pour une plus grande distance. Et ensuite, on rentre dans le deuxième segment. Le deuxième segment, lui, la plupart du temps, ça va être ce qu'on appelle en anglais le line haul, le transport longue distance. Vous avez sorti vos pièces et vous l'avez amené dans un centre qui, lui, va l'envoyer sur un transport longue distance. Et dans ce transport longue distance, vous allez avoir le choix de différents modes de transport. Et c'est là que vous allez devoir choisir, en fonction des priorités, lequel est le plus adapté. Et enfin, vous terminez toujours la livraison par un autre transport d'approche qui va vous permettre d'acheminer votre livraison depuis le centre de réception, le centre de convergence d'arrivée, vers le client final. C'est un nouveau transport d'approche qui va être local, courte distance et qui va être réalisé la plupart du temps par des camions. Transport d'approche, que ce soit au début ou à la fin, la plupart du temps, on va être sur des camions de moyenne taille selon vos produits. Bien évidemment, on est plutôt sur des petites capacités et des courtes distances. Et au milieu, vous avez un gros segment qui est le transport longue distance avec des modes de transport dédiés. Et ces modes de transport, on en a 5 principaux qui sont le bateau, le camion, l'avion, le train et le pipeline. On a l'habitude de distinguer ces 5 modes de transport. 3 segments, approche, longue distance et à nouveau approche. Pick-up delivery et au milieu, le long segment, c'est ce qu'on appelle le line haul. Et donc 5 modes de transport pour la partie la plus longue qui va être évidemment la partie la plus coûteuse. On a vu nos 3 segments dans le circuit de livraison. Et il y a plusieurs facteurs qui vont influencer les coûts. Donc, il y a une notion
qu'on appelle le truckload ou le less than truckload. Ce sont des termes en anglais qui veulent dire littéralement truckload, c'est un camion chargé, alors que less than truckload va signifier un camion partiellement chargé. On fait la différence entre les deux. On est spécifiquement sur du transport camion là. Truckload, ça va signifier qu'on optimise notre chargement, on complète le camion au maximum de sa capacité et on va réduire le coût ramené à l'unité. On va amortir beaucoup plus nos coûts de transport puisqu'on aura chargé au maximum. On va pouvoir charger plus de volume, on va réduire le coût à la pièce, mais on va être obligé de fonctionner sur un volume conséquent et donc sur une taille de lot conséquente qui va peut-être générer des surcoûts en termes de stock si on transporte des pièces dont on n'a pas besoin. On va optimiser la partie transport, mais globalement, ça ne sera pas forcément intéressant si ça nous amène à livrer plus que nécessaire. Ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher. Et c'est pour ça que parfois, on fonctionne en less than truckload, qui est du coup une autre vision. Alors là, vous n'allez pas remplir votre camion complètement, puisqu'il sera partiellement chargé. Ce qui fait que finalement, rapporter à la pièce, ça va vous coûter plus cher. Ça va vous générer aussi généralement plus de gestion, plus de manutention, etc. puisque on est sur un chargement partiel. Donc il y aura peut-être plusieurs chargements partiels dans un camion, etc. Quand on parle de less than truckload, c'est qu'on est en chargement incomplet sur des petites quantités. On n'optimise pas au maximum la capacité de notre camion, mais on va pouvoir avoir exactement le besoin nécessaire. Alors, on aura gagné sur la taille de l'eau, ce qu'on aura perdu sur le coût de transport. Donc, truckload, chargement complet, less than truckload, chargement partiel. Selon les biens, on va choisir entre les deux. Et par exemple, sur le cas de biens périssables, ou sur des biens de grande valeur ou des biens très fragiles, on va avoir des spécificités qui sont différentes et qui vont nous amener à choisir, à privilégier une solution ou l'autre. Sur du bien périssable, par exemple, vous allez choisir la plupart du temps du less than truckload, puisque sur des denrées périssables, vous ne pouvez pas attendre de consolider une grosse livraison. Si vous avez des produits qui vont se conserver quelques jours, vous ne pouvez pas attendre un chargement complet. Vous allez donc utiliser du less than truckload. Voilà, cette notion de remplissage est importante, elle va influer sur les coûts. Et il faut noter que la notion de remplissage, alors on peut l'imaginer en volume de chargement, mais ça peut être aussi en poids. Parce qu'un camion, il a un volume maximum, mais il a aussi une charge maximum. Donc il faut considérer ces aspects-là. Au niveau d'un entrepôt, on a plusieurs types de gestion. Par exemple, l'exemple du fonctionnement par fractionnement. Un entrepôt qui gère des gros volumes, des grosses quantités et qui va apporter sa valeur ajoutée dans le fractionnement de ces volumes pour la rediviser en petites quantités qui vont ensuite être dispatchées vers les clients. Ça, c'est un mode de gestion d'entrepôt qui est adapté à certains types, par exemple sur des matériaux de construction, on aura ce cas. C'est ce qu'on appelle le fractionnement. En anglais, ça s'appelle le break bulk. Ça signifie qu'on va casser des gros volumes, on va fractionner. Ça, c'est une méthode de gestion pour certains types de produits. On fractionne des gros volumes, on les redivise en petits volumes et on expédie des petits volumes. Et vous avez d'autres entrepôts pour d'autres types de produits, d'autres types de business qui, eux, inversement, vont faire plutôt de la consolidation. Ils vont réceptionner beaucoup de références de produits de différents fournisseurs et ça va apporter de la valeur par la consolidation de l'ensemble de ces références pour les regrouper et envoyer ensuite vers un client un groupe de produits. Alors, deux visions différentes, deux fonctions. D'un côté, le fractionnement de gros volumes en petites quantités et inversement, la consolidation de petits volumes
en grande quantité pour les redispatcher. Il y a 5 modes de transport avec des avantages et des inconvénients. Alors, déjà, il y a le transport par bateau. Transport par bateau, on va parler la plupart du temps de porte-containers qui sont de plus en plus gros, qui sont tellement énormes que le coût du transport ramené à l'unité est le coût le plus faible qu'on peut imaginer. C'est le mode de transport de loin le moins coûteux. Ce transport par bateau, c'est la plupart du temps sur des grandes distances, la plupart du temps sur des voies navigables par les océans entre l'Asie, l'Europe, généralement. Le transport se fait dans des containers spécifiques qui sont adaptés à des normes internationales pour des navires qui sont spécialisés. Les coûts principaux qui sont induits par ce type de transport, ça va être tout ce qui est les frais de fonctionnement des ports, les frais portuaires, le passage de voies particulières comme le canal de Suez. Pour votre info, le canal de Suez, un passage, c'est autour de 300 000 $. Juste le fait de passer un bateau à travers le canal. C'est vraiment très cher, mais ramené à la quantité phénoménale de marchandises sur un bateau, ça revient finalement à très peu de choses. Ce qui nous donne finalement le coût le plus faible pour transporter sur des longues distances, mais le principal inconvénient de tout ça, c'est le temps. Ça dure très longtemps. Pour votre info, entre l'Asie et l'Europe, on est sur des cycles moyens qui sont entre 5 et 7 semaines de mer selon les périodes. Alors pourquoi? Parce que on sait faire du 5 semaines. Parfois, en cas d'encombrement ou dans le cas où les bateaux veulent réduire leur consommation, on est plutôt autour de 7 semaines. Mais globalement, on est toujours entre 5 et 7 semaines de délai lorsqu'on est sur cette route maritime, pour vous donner un repère. Donc, coût faible, le moins coûteux de loin de tous les modes de transport. Et finalement, vous n'avez que peu de limites en termes de taille, de quantité. Vous avez la possibilité de tout transporter sur des porte-containers. Les inconvénients, donc la lenteur, évidemment, ça va vous prendre du temps. Donc, ça va vous coûter de l'argent en termes d'immobilisation puisque vous allez payer tout ce temps de transport, le fait de posséder du stock. Donc, vous allez aussi avoir un stock de sécurité plus élevé parce que plus de délais, plus de risques, plus d'incertitudes. Donc, vous allez devoir vous couvrir. Ça veut dire avoir plus de stock de sécurité. Et donc, l'utilisation optimale pour ce type de transport, ça va être quand on transporte des produits de faible valeur, qui ont des valeurs pas trop élevées, sur des quantités très importantes. Vous allez pouvoir remplir des containers. Donc, transport par bateau, voilà avantage principal, le coût, désavantage principal, le délai. Le transport par rail, lui, pareil. On est sur un mode de transport qui est réputé pour coûter très peu cher. C'est d'ailleurs un de ses principaux avantages, ça va être le coût de ce transport. Et l'autre avantage qui est un peu le même pour le bateau, finalement, ça va être que vous avez peu de limites en taille ou en quantité de transport, puisque pareil, ça transporte des containers. Alors vous avez la possibilité de transporter des quantités assez importantes. Le coût est faible. Finalement, ce qui va coûter dans ce transport, ça va être les infrastructures. Vous avez beaucoup d'infrastructures, c'est ça qui va coûter cher. C'est plutôt des coûts fixes que d'autres types de coûts pour les opérateurs qui font tourner les trains. C'est des infrastructures très onéreuses à entretenir. Cependant, c'est un coût qui est très inférieur par rapport à d'autres modes. Ramené au kilomètre, vous avez forcément dans ce cas de type de transport un transport d'approche pour arriver à la gare
et pour les derniers kilomètres entre la dernière gare et le client final. Donc, obligation d'avoir un transport d'approche, comme pour le bateau. D'ailleurs, vous allez avoir les premiers kilomètres à gérer et la livraison finale à gérer également. Et vous livrez également par container, un peu sur le même principe que le bateau, des containers qui sont aux normes internationales et qui s'adaptent, que vous allez pouvoir transporter directement sur un camion et transférer sur un bateau ou sur un train. Alors les inconvénients, pareil que pour le bateau, finalement, ça va être le temps de transport qu'on considère assez élevé par le rail. Alors l'utilisation optimale, ça va être tout comme le bateau pour des produits de faible valeur, pour des quantités importantes. Et d'ailleurs, on voit souvent des trains fonctionner avec des transports de matériaux de construction, par exemple, qui sont, qui se transportent par volume très conséquent, très lourd. Par contre, pas tellement de notion d'urgence sur le transport de ce type de produit. Ensuite, on a le transport par la route. On parle de camions, on est sur du transport qu'on considère comme courte ou moyenne distance. Quand on compare évidemment à des transports par bateau, on est sur de la courte distance. On est sur du transport généralement par container aussi. Le container, c'est toujours pareil, le container international standard que vous pouvez directement charger sur le camion. Ce transport est considéré comme un mode rapide et surtout très flexible. Surtout si vous utilisez du truckload, alors là vous allez optimiser les coûts puisque vous optimisez le chargement. Donc le transport par la route, on le considère comme un moyen rapide, flexible et à un prix modéré. Il utilise les routes qui sont entretenues par les gouvernements, donc pas trop de frais supplémentaires. Le coût des véhicules est assez faible pour une entreprise en termes de capital, vu que ça va être amorti sur des millions de kilomètres, donc vous n'allez pas vraiment le sentir. Donc vous avez surtout des coûts variables qui sont importants. Les coûts variables quand vous fonctionnez avec un camion, ça va être tout ce qui est carburant, entretien. Donc transport par la route, plus cher que le train, plus cher que le bateau. Bon, on n'est pas sur la même notion en termes de distance, on va être sur des distances courtes ou moyennes. L'avantage principal, c'est la flexibilité. Ça permet de transporter tout type de produits pour tout type de clients, un peu partout, sur des grandes quantités. Donc vraiment flexibilité maximale. Inconvénient, ça va être les coûts de maintenance élevés. Et l'utilisation optimale, ça va être à privilégier par exemple lorsqu'on fait de la livraison directe vers les clients, puisque le camion avec sa flexibilité vous permet d'aller directement livrer votre client, que ce soit des petits volumes. Ça peut permettre aussi de faire des tournées de livraison ou des tournées de pick-up, donc grande flexibilité. Concernant le transport par avion, le transport par avion, ça peut être à la fois des vols cargo, mais du fret aussi sur les vols commerciaux. Puisque quand vous prenez des vols commerciaux, en fait, dans les soutes, il y a souvent du fret qui sont mélangés avec les bagages des passagers. La plupart des vols commerciaux embarquent également du fret, ce qui permet de tisser un réseau très rapide et très dense sur les routes possibles. Donc ce n'est pas uniquement du vol par cargo, ça peut aussi fonctionner sur des vols commerciaux habituels, sauf produits très particuliers. On est vraiment sur un mode de transport le plus rapide, mais le plus cher. Alors, en termes de délai, on peut avoir un gain de plusieurs semaines. On peut traverser la planète en moins de 24 heures, là où un bateau prendrait peut-être 2 mois. On gagne un temps énorme, ça va se ressentir sur les coûts de possession. Alors, les coûts variables sont très élevés. Carburant, coûts opérationnels, tout le fonctionnement de l'infrastructure. On est sur des coûts très importants.
Donc, on est dépendant des infrastructures aéroportuaires, donc il y a un transport d'approche au début et à la fin obligatoirement. Mais c'est une option intéressante pour tout ce qui va être très urgent ou des produits frais, des produits périssables. Avantage, rapidité. Inconvénient, le coût. Autre inconvénient, c'est aussi le volume, puisque l'avion ne nous permet pas de transporter de très gros volumes comme on pourrait le faire sur des bateaux ou sur des trains. Donc, on est malgré tout, même sur de l'avion cargo, sur des quantités qui sont relativement limitées. Et donc, l'utilisation optimale de ce mode de transport, ça va être de transporter des produits déjà très chers. Aucun intérêt d'utiliser ce mode de transport sur des produits à faible valeur, parce que ramener à l'échelle de l'unité, ça risque de coûter plus cher que le produit en lui-même. Donc, c'est pour des produits à haute valeur et de petite taille. Composants électroniques, par exemple, ça vaut cher, ça prend peu de place, on va amortir le coût de transport et ce sera raisonnable. Vraiment à privilégier pour des produits à haute valeur ajoutée. Et dernier mode de transport, le transport par pipeline. On est sur un mode de transport assez anecdotique, mais qui est très spécifique. Le pipeline, il est conçu pour un seul type de produit, pour transporter du pétrole, du gaz, de l'eau. Coût des installations extrêmement élevé. Par contre, un coût opérationnel extrêmement faible. Ça coûte cher à construire, mais ensuite, le coût à l'unité est très faible. Un des avantages, c'est que c'est indépendant des conditions météorologiques. Une fois que c'est construit, ça fonctionne pendant des années, ça s'arrête jamais. Mais par contre, la difficulté, c'est la construction, le lancement et la construction de l'infrastructure, qui ne sont pas uniquement des contraintes de fabrication pure, mais la plupart du temps des contraintes politiques, des contraintes environnementales, des autorisations. C'est très compliqué, on en voit peu et c'est réservé à des types de produits très particuliers comme le gaz, le pétrole. Donc des enjeux fortement politiques et du coup, ça limite l'utilisation de ce type de mode de transport. Donc, avantage, ça va être que le prix par unité transportée est très faible. Les inconvénients, c'est le coût de l'installation, les coûts fixes et l'utilisation très limitée parce que c'est utilisé pour un type de produit dédié, donc pas du tout de flexibilité. Voilà les 5 modes de transport. Donc il y a des avantages, des inconvénients. Vous comprenez bien tout le choix qui va se faire en recherchant le meilleur compromis entre la rapidité du transport et le coût de ce transport. Vous avez un lien direct entre la rapidité, le coût et du coup le carrying cost, le coût de possession, va être proportionnel à la durée du transport. Et aussi, une dernière chose à ce sujet concernant le transport. Le transport est la plupart du temps intermodal. Vous avez toujours votre transport d'approche, votre transport longue distance et à nouveau un autre transport d'approche. Donc la plupart du temps, on est sur un transport intermodal. Et aussi, vous êtes souvent pas propriétaire de votre flotte de transport. Donc vous avez différents types de transporteurs auxquels vous pouvez faire appel. D'un côté, vous avez les transporteurs que vous possédez en propre intégrés à l'entreprise. Vous pouvez avoir vos propres camions, donc en étant propriétaire par méthode de leasing. Si vous avez des volumes suffisants et que ça justifie que cette activité soit détenue en propre. C'est vraiment votre business model, votre stratégie. Vous pouvez avoir vos propres moyens de transport. Mais souvent, vous faites appel à des transporteurs spécialisés
qui, eux, sont chargés d'optimiser les coûts, c'est leur cœur de métier. Ils vont tout mettre en œuvre pour offrir le meilleur coût possible et ça vous décharge de toute la partie gestion du transport que vous déléguez à des professionnels. Donc, pour choisir votre méthodologie, votre type de transporteur, vous allez regarder quels sont vos critères. Et vous allez les sélectionner selon différents critères. Ça va être évidemment le prix, parce que l'équation économique, c'est elle qui va driver votre choix la plupart du temps. Mais également la partie sécurité, parce que la partie transport, elle mérite une certaine sécurisation, surtout dans le cas où vous transportez des produits un peu fragiles, un peu particuliers, à haute valeur ou à risque. Le temps aussi, évidemment, le temps de transport. Vous allez sélectionner vos transporteurs selon leur fiabilité, évidemment. Donc le respect des délais, c'est majeur. Si vous faites confiance à un transporteur pour approvisionner vos produits, alors sa fiabilité va être majeure dans la sélection. Et vous pourriez aussi utiliser le critère de capacité, adaptation des véhicules, dans le cas où vous avez des produits particuliers. Si vous avez des produits frais à transporter, si vous avez des produits qu'il faut protéger, des véhicules blindés, etc. Vous pouvez avoir des critères particuliers liés à votre business. Et pour sélectionner vos transporteurs, alors vous allez pouvoir mettre en place, une fois que c'est mis en place, différents indicateurs de performance pour mesurer ce niveau. Et la plupart du temps, ça va être objectivé sur le pourcentage de livraison à l'heure, l'OTD, le taux de service, le taux de livraison à l'heure. Ça va être l'indicateur majeur, le taux de respect des plannings par exemple. Vous pouvez aussi, alors souvent c'est fait, mesurer le ratio de produits endommagés. On a toujours un peu de perte dans les transports, malheureusement, ça se mesure et c'est quelque chose qu'il faut suivre également. Voilà, c'est aussi un point de vigilance. Il y a aussi le prix. Donc, la partie transporteur, c'est un vrai choix à ne pas prendre à la légère et surtout dans le cas où vous avez des produits particuliers qui nécessitent des transports très particuliers.